Alors, merci à tous ceux qui sont présents. Alors, du coup, il m'a fermé Teams, donc je ne vois plus les questions ou le vilain. Hop, c'est bon. Donc, la session de 7 heures, c'est celle qui va parler d'Azure Data Factory. Alors, une session animée par Charles-Henri Sauger, moi-même, donc. MVP Microsoft depuis quelques temps maintenant sur la partie Data Platform et consultant Data Platform le reste du temps ou alors non, c'est plutôt dans l'autre sens, c'est MVP quand il me reste du temps. Alors, du coup, en quelques mots, donc je fais partie d'une société qui s'appelle Insiders, qui est une coopérative. Je vous invite vivement à aller voir ce que c'est. C'est un modèle un peu différent de société, un peu plus humaine. Et je vous invite aussi, là c'est la petite partie que vous avez ici, ça va me permettre de tester mon Zoom Meet. Voilà. Je vous invite aussi à aller acheter le bouquin sur Azure Data Factory aux éditions ENI. En français, qui vous permettra d'avoir les basiques, même si vous vous en doutez, ça a pas mal changé depuis l'édition de ce livre, en tout cas en termes d'interface graphique. Et vu qu'il y a encore eu des changements hier soir. Alors déjà, est-ce que vous êtes tous bien là pour faire du Azure Data Factory? Parce que si vous êtes trompé, il ne faut pas hésiter à rester, ça vous apprendra plein de choses, étant donné que Azure Data Factory, c'est un peu un élément incontournable des architectures Azure. Vu qu'on le retrouve comme dans peu de solutions Microsoft, on retrouve Azure Data Factory au centre de tout un tas d'architectures. Donc ça va être l'objectif de notre premier point. Ça va être d'identifier les architectures Azure qui sont recommandées par Microsoft pour utiliser Azure Data Factory. Et on va voir que finalement, il y en a peut-être beaucoup plus que ce qu'on pensait. Et donc, de quoi il s'agit. Ensuite, on va se prendre quelques petits cas d'usage. Donc là, ça va être une partie qui va arriver assez rapidement sur des démos où on va comprendre un peu les cas d'usage d'ADF et donc le fait qu'on puisse faire de l'orchestration, de la migration de données et des transformations. Et enfin, des use cases, avec des use cases peut-être typiques, peut-être atypiques en fonction de vos cas à vous, mais où on va charger des données depuis un S3. Ensuite, on va regarder si on ne peut pas mettre à jour un analysis services, un modèle analysis services avec Azure Data Factory. Et puis, on va expliquer comment le faire correctement parce que c'est souvent quelque chose que j'ai pu voir mal implémenté avec des services qui n'étaient pas utiles à utiliser dans certains cas. Et enfin, on va voir rapidement comment transformer les données. Ça vous va? Du coup, d'habitude, j'attends que le public réponde devant moi. Mais là, vu que je ne vous vois pas, voilà, je compte sur vous dans le chat pour animer un petit peu, pour être réveillé. Il est 14 h et on sait qu'à 14 h, on dort pas mal. Donc, je compte sur vous. Super. Alors, première slide horrible. Là, normalement, vous avez perdu votre rétine. Première slide qui montre un peu les architectures dans lesquelles Microsoft recommande Azure Data Factory. Alors, l'intérêt de la slide, c'est pas d'aller dépiler tous les liens qui sont là. C'est de dire que on a plein de scénarios où Microsoft, sur la partie architecture, donc vous avez un petit site qui vous est donné ici, où Microsoft vous recommande des architectures en fonction de vos besoins. Donc, on a plein d'architectures. Et donc, quand on va dans ce site et qu'on cherche Azure Data Factory en tant que produit, on a plein de petites architectures recommandées par Microsoft. Et donc, mon constat, c'était qu'on n'avait pas tant de produits et de services Microsoft qui étaient aussi centrales, vu que, comme vous le voyez, on a en effet la partie analytique, mais aussi sur la partie AI et machine learning, on a tout un tas d'architectures qui sont présentes. La partie base de données, la partie IoT et la partie stockage. Donc, on a des choses qui sont peu étonnantes. Hein. Par exemple, pour remplir un data warehouse, eh bien, on est content de savoir qu'on va pouvoir utiliser Azure Data Factory. Donc, si j'ouvre la partie Azure Data Platform end-to-end, en effet, je retrouve bien mon Azure Data Factory qui est ici et qui va aller travailler à la fois avec Azure Data Lake, à la fois éventuellement en tant qu'orchestrateur. Et donc, un élément assez central. Assez central parce que utilisé dans plusieurs contextes. Pas uniquement la partie ETL comme on pouvait le faire, mais justement sur plusieurs usages, que ce soit l'orchestration, parce que dans Azure, on va avoir besoin souvent de faire tout un tas d'opérations plus ou moins compliquées, que ce soit gérer une notion de control flow, dire tu vas me démarrer ça, tu vas ensuite réaliser cette action, tu vas ensuite faire quelque chose de différent. Ça va être vraiment le rôle d'Azure Data Factory
qui va nous permettre de le réaliser à travers un certain nombre de connecteurs qu'on va voir existants. Et on a aussi un rôle de trigger. Alors, on a notre planificateur de tâches dans Azure, du coup, qui va être un peu géré par Azure Data Factory. On va pouvoir aussi lancer des jobs sur des services tiers, donc des services tels que des bases de données SQL, donc lancer des procédures stockées. On va pouvoir lancer des notebooks Jupyter sur un cluster Databricks. On va pouvoir lancer des requêtes Hive, des requêtes Spark. On va pouvoir lancer des Azure Functions. Donc, toute la partie orchestration. On va pouvoir lancer des Web API. Et ça va vraiment nous permettre de faire la colle entre tous les services d'Azure. Parce que si vous avez réalisé votre notebook dans Azure Databricks, quand vous allez vouloir faire en sorte de le lancer et ensuite réaliser autre chose, par exemple actualiser un modèle SSAS, la bonne solution, la solution la plus simple pour le faire, ça va être d'utiliser Azure Data Factory avec cette capacité d'orchestration. Donc ça, c'est un premier rôle, la partie orchestration, peut-être la plus basique d'Azure Data Factory. Être capable de dire tous les lundis à 17 h, tu vas aller me charger mes données depuis une base SQL vers un fichier plat. Voilà, ça c'est Azure Data Factory qui va pouvoir le faire. On a aussi cette partie migration. Migration dans le sens où on va pouvoir prendre par exemple des données d'Amazon pour les mettre dans une base SQL d'Azure. Extraordinaire, on a une capacité donc de se connecter à des services tiers pour déplacer les données, ce qui n'est pas toujours simple à faire, à vrai dire, hein, déplacer les données depuis des services différents. C'est d'autant plus fort qu'on va pouvoir aller se connecter à des informations on-premise avec ce qu'on appelle une integration runtime auto-hébergée ou une self-hosted integration runtime. Et donc ça, on va pouvoir aller prendre des données sur notre data center local pour aller très simplement les coller dans le cloud. Donc, on a toute cette partie migration, copie de données qui sont réalisées à travers l'activité de copie. Et enfin, la possibilité de transformer les données avec Mapping Data Flow. Alors, Mapping Data Flow, ça va être l'équivalent de notre Data Flow Task dans SSIS, pour ceux qui ont fait du SSIS. Ça va vraiment être la capacité d'Azure Data Factory de transformer les données. Tant que vous n'utilisez pas Mapping Data Flow ou, d'ailleurs, je l'ai oublié, je vais le noter. Hop, j'en profite. Hop. Qui peut me dire ce que j'ai oublié ici? J'avais une voix trop monotone, vous êtes tous endormis. Ou alors vous ne savez pas. Hop, wrangling. Ah, merci Cédric. Dataflow. Absolument, wrangling Dataflow. Qui est l'autre Dataflow, l'autre possibilité de transformer des données dans Azure Data Factory. Donc, tant que vous n'utilisez pas ces deux activités-là, vous ne faites pas de transformation dans Azure Data Factory. Ces deux activités-là vous permettent d'utiliser des clusters des jobs Databricks, mais en fond de cours, vous faites des flèches et des boîtes, comme à l'époque, à la grande époque de SSIS. Et derrière, il y a du compute en Spark qui va être provisionné pour vous, et vous allez pouvoir avoir le résultat de vos transformations. C'est pas sans limitation, on reviendra un petit peu dessus sur la dernière partie de ce... Oui, en effet, on pourrait aussi mettre SSIS. Alors, je ne parlais pas pour François qui dit où exécuter SSIS ou Databricks. Alors, pour SSIS, OK, parce que SSIS, du coup, le compute est bien géré par Azure Data Factory. Hop, Integration Runtime. Par contre, pour la partie exécutée du Databricks à travers un notebook et une activité de notebook, là, on est plus dans le cas de l'orchestration. Parce que la transformation va être réalisée sur le service qui doit être provisionné par ailleurs pour être capable d'être exécuté. Ce ne sera pas directement fait au sein du service Azure Data Factory. Donc, vous avez compris l'idée. Je vois que j'ai un public attentif et connaisseur. C'est top. Donc, ça, c'était pour la partie un peu basique. Qui explique pourquoi est-ce qu'Azure Data Factory est autant central. Parce que comme à l'époque d'SSIS où on avait tendance à pouvoir faire tout et n'importe quoi, ben là aussi, on va être capable d'orchestrer. SSIS provisionne aussi, mais il provisionne dans un integration runtime qui est bien attaché au service. Donc la connexion, l'integration runtime est bien présent et managé par Azure Data Factory directement. Ça, la différence que je fais entre les deux. Alors, tac, c'est bien, j'arrive bien à lire les deux, je suis bien multitâche. Devant, vous devez avoir l'impression que je tourne un peu la tête comme ça. Partons sur les choses sérieuses. Un peu de démo. Alors, en tant que démo, on va commencer par charger des données dynamiquement et surtout les charger depuis un S3. Je ne sais pas si ça vous parle, S3, mais ça me donnait l'occasion de faire un truc que j'ai toujours voulu faire, c'est commencer ma session non pas par le portail Azure, mais par le portail AWS. Ha!
Donc, l'équivalent d'un compte de stockage dans Azure, c'est un compte S3 dans AWS. Donc, AWS, le cloud de Amazon, le grand concurrent de Microsoft. Mais bon, vu que j'ouvre le portail d'AWS dans Edge basé sur Chrome, là, ça va, j'ai le droit. Je reste un peu quand même dans le monde de Microsoft. Donc, dans la console d'Amazon, vous voyez que ça ne ressemble pas du tout au portail de Microsoft, hein, c'est assez différent. J'ai deux services. J'ai un service qui s'appelle S3, qui est mon compte de stockage, et un service qui s'appelle Glue. Glue, c'est un service qui va ressembler un peu à Azure Data Catalog, mais en version qui fonctionne, en version qui est utilisable. Donc, c'est assez différent de ce que propose Microsoft sur cette partie-là pour l'instant. Il y a des bonnes choses dans les tuyaux. Aujourd'hui, c'est un peu plus utilisable. Donc, du coup, ça va me permettre, Glue, de dire, j'ai une base de données que j'ai appelée CO2 Impact et j'ai des tables. Donc, j'ai défini, en fait, le nom d'une base de données, la liste de mes tables, et j'ai pu dire leur emplacement, en quoi étaient stockées les données, et un certain nombre d'informations. En vrai, je peux stocker tout un tas d'informations, comme les métadatas, comme les partitions, comme tout un tas de choses. Et ce qui va m'intéresser, donc si vous avez commencé à comprendre, le Glue Catalog va me permettre de référencer l'emplacement physique des données, qui va peut-être être changeant. Donc, pourquoi est-ce que c'est intéressant dans mon contexte Azure Data Factory? Parce que si je peux directement taper sur mon S3, je pourrais tout à fait directement taper sur mon compte de stockage. Hop, mon compte de stockage S3. Donc, j'aurais très bien pu taper sur Power Saturday ECV Climate Change pour récupérer mes quelques milliers de fichiers parquets. Mais si je fais ça et que je change l'emplacement physique de mes fichiers parce que mes développements m'ont poussé soit à changer le mode de partitionnement, soit à changer l'emplacement physique de ces fichiers, j'ai perdu cette information. Je suis obligé de faire une mise à jour de mon Azure Data Factory. Et je ne veux pas faire ça. Personnellement, je préfère avoir une couche d'abstraction supplémentaire qui va être le Glue Catalog, qui est fait pour ça, qui est géré dans Amazon, vraiment au cœur de l'insertion de données dans le monde Big Data. Donc, je veux utiliser ça. Et bien, heureusement, AWS propose une API pour accéder à ces infos. Et donc, je vais pouvoir faire quelque chose d'assez simple et assez intégré dans Azure Data Factory. Ça vous intéresse que je vous montre? Ah, sympa, merci. Là, tout le monde dit non. C'est la loose complète. Bon, bah salut. Alors, comment est-ce que je fais? Alors, la première chose, c'est de chercher ici, est-ce que j'ai un truc qui s'appelle Glue? Bon, première vue, pas d'activité Glue. Est-ce que j'ai une connexion? Alors, ouais, ça a changé hier. Maintenant, c'est plus les connexions, c'est à gauche, là, dans Manage, dans ce qu'ils appellent le Management Hub, pour ressembler un peu à Synapse. Alors, est-ce que j'ai accès? Très bien. Est-ce que j'ai un service lié qui s'appellerait Glue? Non, parce que j'ai un service lié Amazon. J'ai bien un service Amazon S3, mais ce service Amazon S3, malheureusement, ce service Amazon S3, il va me permettre juste d'aller récupérer les fichiers sur le bucket S3, donc sur le compte de stockage, pas sur le Glue. Vu que j'ai rien à disposition, il faut que j'accède à l'API que met à disposition Amazon, pardon, lapsus. Alors, j'ai bien quelque chose qui va me permettre de faire du REST ou du web, mais par contre, ce n'est pas forcément ce que je vais vouloir faire tout de suite. Quelque chose d'assez simple, donc un petit appel d'API. Ouais, alors du coup, on ne peut pas directement interroger le Glue Catalog d'S3. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un tas d'authentifications à faire qui ne sont pas facilement réalisables directement depuis un API REST. Alors, si je voulais le faire directement que en REST, ce serait un peu comme forger l'appel à l'API en curl. On ne veut pas faire ça. Ça rendrait le truc illisible et je ne suis même pas sûr que ça soit réalisable. Donc, quand on a quelque chose qui n'existe pas dans Azure Data Factory, une des facilités, une des choses qu'on peut faire, c'est utiliser la service connexe qui s'appelle Azure Function, pardon, un petit blanc comme ça, Azure Function. Donc, j'ai réalisé une petite Azure Function au .NET Core. Alors, j'ai pas été si loin, j'aurais pu la faire en Python, mais finalement, j'ai fait du .NET Core parce que j'ai trouvé qu'AWS était déjà un pied de nez. Puis interroger AWS avec une bibliothèque .NET Core, je trouve que vraiment, on est en train de se dire, le cloud, c'est vraiment quelque chose qui se mutualise, qui devient de plus en plus
commun, et donc faisons marcher les technologies ensemble, et ça c'est cool. Donc cette petite fonction, je ne vais pas vous faire un cours d'Azure Function, mais l'avantage c'est qu'elle est très simple. J'ai rajouté Amazon.glue, qui est une bibliothèque pour .NET Core, et j'ai fait une petite Azure Function, vous voyez, qui fait une dizaine de lignes. Très très simple, cette Azure Function, elle retourne un OK Object Result, c'est-à-dire un fichier JSON qui me liste la liste des tables en passant en paramètre le nom de la database que je veux utiliser. Et elle prend des credentials qui lui sont envoyés dans son body. Donc ça ressemble ici à ça. Une fois que je lance ça dans Postman, alors Postman, ça permet juste de lancer des requêtes HTTP, donc je l'ai fait en local. Je lui ai dit que la database s'appelait CO2 Impact. Vous vous souvenez, CO2 Impact, c'était bien l'information que j'avais dans mon Glue catalogue. Hop, si je reviens ici, alors, on va venir au tout début, hop, sur Glue, c'est ce que je retrouve ici, le nom de ma base de données. Très bien. Donc, je lui ai dit CO2 Impact, liste table, et il me retourne un objet JSON un peu complexe avec l'intégralité des informations de ma table. Et là, vous voyez un peu toute la puissance de la chose, c'est que ça me permet de récupérer la liste, l'endroit où sont stockées les infos, mais aussi éventuellement les métadatas de mes fichiers parquets qui sont en dessous. Donc, c'est-à-dire que je pourrais vraiment faire quelque chose de dynamique, récupérer les métadatas, générer, les comprendre, les rentrer en paramètres des datasets d'Azure Data Factory. Et donc, ça va être plutôt pas mal. Donc, là, ça me renvoie mes deux tables, tout simplement. Alors, une fois que j'ai cette brique-là mise en place, il va falloir que je déploie sur Azure Data, sur le service Microsoft qui correspond, donc Azure Function. Là, vous ferez attention, il y a écrit Anonymous ici, ça veut dire que si je déploie ça tel quel sur Azure Function, ça va fonctionner, mais n'importe qui va pouvoir utiliser mon service à partir de l'URL uniquement. C'est pas très sécurisé. Si vous faites ça, alors pas très, c'est un euphémisme assez fort, hein, donc ça veut dire ne faites pas ça. Il y a deux types d'authentification supplémentaires que vous pourriez utiliser. Vous pourriez utiliser une authentification key, auquel cas vous auriez l'obligation d'utiliser une clé qui vous est fournie par le service Azure Function. Ou alors vous pouvez, et je vous invite fortement à le faire comme ça, parce que je vais vous expliquer comment ça se configure après dans Azure Data Factory, vous pourriez venir dans Configuration et forcer l'authentification. Tac, tac, tac. Est-ce que c'est là? Non, mauvaise pioche. Touc, touc, touc. Depuis qu'ils ont changé cet écran, là, je suis perdu. Propriété? Non. Où est-ce qu'ils m'ont mis ma config des identités déjà? Tac, 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 tac. Configuration, pourtant, ça ne me parle. Tac. Est-ce qu'il y a un expert Azure Function par ici? Authentification, autorisation. Maintenant, c'est encore plus simple, c'est directement accessible depuis le menu de gauche. Comme quoi, je me casse le cerveau pour rien. Et donc là, vous voyez que j'ai obligé de se connecter à Azure Active Directory. Ça veut dire que si quelqu'un arrive sans token Azure Active Directory, il ne sera pas capable d'accéder à cette fonction. Et ça m'intéresse grandement parce que ça va me permettre de passer à mon Azure Function qui sera, elle, bien en anonyme. En vrai, elle sera en anonyme parce qu'il y a une couche dans le service Azure Function qui oblige à avoir un mirror, un authentifiant d'Azure AD. Et donc ça m'intéresse grandement parce que avec Azure Data Factory, je vais pouvoir m'authentifier. Et ça, de façon totalement native et transparente. Et ça apporte une notion qui est un peu pour moi indispensable. C'est vraiment la capacité d'avoir une sorte de compte de service qu'on va pouvoir allouer sur chacun des services tiers d'Azure qu'on va utiliser. Et donc, ça fait une sécurité assez transparente, assez facile à mettre en place, mais qu'il faut mettre en place parce que si je faisais désactiver, n'importe qui depuis Internet pourrait se connecter à mon Azure Function et ça ne m'intéresse pas. Donc, une fois que j'ai déployé mon Azure Function, elle est accessible depuis une URL, HTTP quelque chose, de la même façon qu'elle l'est ici. Sauf que si je mettais directement l'URL ici de mon Azure Function déployée, est-ce que je serais capable de l'interroger? Si je change ici, donc tiens, je pose une petite question pour les champions que vous avez l'air d'être. Si jamais je récupère donc mon URL de fonction, tac, vue d'ensemble, fonction plutôt. Alors, on va faire un liste table, donc je vais pouvoir récupérer mon URL, si ça veut bien.
Alors l'avantage majeur d'utiliser les Azure Functions pour faire la colle entre nos différents services d'Azure Data Factory, c'est que c'est peu cher. Le premier million d'exécution est gratuit. Donc on peut dire que c'est un service assez rentable. Et on n'est pas vraiment limité. On est limité uniquement parce que le .NET Core peut faire et ce que les Azure Functions peuvent faire. .NET Core ou Python, ou en plus, ça supporte plusieurs langages. Donc on est sur quelque chose d'assez sympa. C'est gratuit sur le premier million d'exécution si nos Azure Functions ne mettent pas plus de 10 minutes. Si ça dépasse 10 minutes, on va devoir passer sur un plan et payer, et pas nécessairement très cher. Donc, c'est vraiment ce côté intéressant. C'est vraiment ce qui va. C'est l'équivalent de. Vous vous souvenez dans SSIS comment s'appelait ce qu'on utilisait beaucoup pour faire ce genre de choses? Les script tasks, absolument. Merci Mathieu. Des fois, je suis toujours un peu en train de transpirer, de me demander si quelqu'un va comprendre les questions que j'essaie de poser. Est-ce qu'à votre avis, ça fonctionne, au-delà le fait que j'ai trop copié-collé, est-ce que ça fonctionne d'après vous? Donc là, j'ai utilisé l'URL déployée plutôt que celle qui était exécutée en local sur la machine. Ouais, là, on en parlait hier, Isabelle, des moments de solitude. Tu pourras me noter celui-là, tu me rappelleras. Est-ce que ça fonctionne à votre avis? J'ai déployé mon Azure Function. Pourquoi ça ne fonctionnerait pas MN, pardon? Et oui, en effet, là, j'ai pas d'authentification. Si je voulais que ça fonctionne, il faudrait que j'ai un header qui soit un header authentifié pour me dire il faut que tu aies un token AAD. Donc, il faudrait que j'ai un bearer dans l'entête. Absolument, super. Et là, c'est là où on voit que vous êtes au top parce que c'est un élément important. Il ne faut pas que ça fonctionne juste de façon anonyme. Il faut absolument que j'ai un header. Alors, comment ça se matérialise du coup si on retourne dans Azure Data Factory? C'est là où vous commenciez à vous demander pourquoi je ne parlais pas d'Azure Data Factory depuis tout à l'heure. Donc, j'ai créé un pipeline qui s'appelle Pool S3. Ce pipeline, il va aller chercher plusieurs choses. La première chose qu'il va aller chercher, c'est les informations que j'ai ici. Alors, hop, où est-ce que j'ai mon body? Tac. Où est-ce qu'il est? Hop, il est plus haut. Alors voilà, il va aller chercher ces informations-là. Ces informations-là, vous ne les stockez pas, les informations d'accès à AWS, vous ne les stockez pas en clair dans votre pipeline Azure Data Factory. Azure Data Factory, ça s'utilise nécessairement connecté à un Git. Imaginez que ces informations-là finissent dans le Git. Éventuellement qu'en plus votre Git derrière, ça soit comme le mien, ça soit un Git public. Si vous faites ça, vous venez de mettre les credentials d'accès à votre S3, pour peu que vous l'ayez configuré en administrateur en plus, sur tout Internet. Vous ne voulez pas faire ça. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en effet dans un Key Vault. Donc, du coup, j'ai un autre service sur mon projet qui s'appelle Key Vault, dans lequel j'ai mis un secret. Et donc, ce secret, ici, je l'ai appelé S3 Connection Body. Et dedans, j'ai l'équivalent de ce que vous avez ici. Ce qui va me permettre de le récupérer directement depuis Azure Data Factory. Et en effet, cette tâche web, complètement native, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller... Alors déjà, vous voyez que là, elle est configurée sur le premier onglet pour dire Secure Output. Ça veut dire qu'il ne m'affichera pas sur la sortie, quand je vais l'exécuter, il ne m'affichera pas le contenu du secret. Ce qui est plutôt une bonne chose. Parce que si jamais je n'avais pas coché cette case, eh ben, dans les logs d'exécution d'Azure Data Factory, j'aurais ma chaîne de connexion en clair. Et là, j'ai cassé ma sécurité. Donc, ce que je fais, c'est que je lui passe le nom de mon Key Vault en paramètre. Donc, j'ai créé un paramètre ici. Ce paramètre s'appelle Key Vault URL. C'est ce qui me permet de rendre un peu générique ce pipeline que je vais pouvoir appeler par la suite pour aller chercher mes données un peu partout en configurant juste deux choses, l'URL du Key Vault et la database que je veux aller récupérer. Donc, pour faire ça assez simple, je lui ai dit je configure, je concatène mon URL de Key Vault et le nom du secret S3 Connection Body. Et là, il va directement aller me récupérer ce secret. Forcément, il n'y a pas de magie. Il y a un moment donné, il va falloir que je m'authentifie aussi pour me connecter au Key Vault. Parce que le Key Vault, à la base, si on lui dit hey, tiens, je vais appeler cette URL, tu peux me donner ton secret, il va dire bon, comme ça, à première vue, non. J'aimerais bien que tu me dises qui tu es. Et là, c'est assez fort. On a une petite option MSI ici. Donc, on va pouvoir utiliser la MSI, donc l'identité du service Power Saturday ADF. À chaque fois qu'on provisionne un service ADF, on a une MSI qui est créée en même temps, qui porte le même nom que l'ADF.
Et ça, c'est un peu la révolution. Ça existe aussi sur les Azure Functions, ça existe aussi sur les machines virtuelles. On a plein de services dans Azure qui savent faire ça maintenant. Et ça, c'est cool. Ça va me permettre de donner des droits à PowerSaturday-ADF qui a une identité dans mon AD. Et on doit lui spécifier une ressource parce que quand on récupère un token d'authentification, c'est un token qui est authentifié auprès d'un service et on va l'authentifier auprès de vault.azure.net. Hyper facile. Et là, en faisant ça, si j'ai bien donné les droits dans mon Vault, donc ça nécessite d'appliquer une policy dans le Vault. Donc on va vérifier que je l'ai bien fait, sinon ça ne marchera pas. Donc policy. Donc c'est dans vue d'ensemble. Non. Décidément, j'ai un peu la mémoire qui flanche en ce moment. Non. Secret. Stratégie d'accès. Bah oui, c'est pour ça que j'ai la mémoire qui flanche. Je suis plus en français. Je suis en français. Merci Paul. Du coup, on voit que j'ai bien ajouté ici mon application, mon MSI PowerSaturday ADF qui a été créé en même temps que mon Azure Data Factory et je lui ai donné des droits minimums qui sont obtenir le secret. Il ne peut pas lister l'intégralité des secrets, il ne peut pas créer des secrets, il ne peut pas supprimer des secrets. Ça sonne un peu comme une maladie même. Bah, ça va qu'il y a un I à la place d'un T, mais si ça pouvait devenir aussi viral dans l'usage que les MST, écoute, j'en serais ravi. Ça voudrait dire que les gens les utilisent au lieu de mettre toutes les choses en clair un peu partout. Ce serait top. Donc, PowerSaturday ADF, qui est bien le nom de mon ADF, et elle a le droit de obtenir. Si je n'avais pas fait ça, je n'aurais pas le droit d'aller chercher mes infos. Donc, une fois que j'ai dit ça, pourquoi j'ai une web GetMirror ici? C'est très simple, c'est que pour utiliser mon lookup, j'ai appelé la fameuse API GlueCatalog que j'ai déployée tout à l'heure. Vous vous souvenez, celle que j'ai ici. Pour l'appeler, j'ai utilisé un dataset HTTP. Le dataset HTTP, c'est vraiment une tuerie. Moi, je trouve ça génial. Ça me permet de lui dire d'aller récupérer depuis une request body qui est de coup le contenu que j'ai ici, qui vient de mon Key Vault. Donc, j'ai récupéré ici l'information qui m'a été transmise par la tâche précédente. C'est pour ça que j'ai une tâche juste avant qui est là. Donc, c'est bien le contenu de celle-ci que j'ai récupéré dans mon AWS Connection Body. Et non, pas besoin du list en plus pour le coup. Là, vu que j'ai le nom du secret directement qui est fixé juste ici, S3 Connection Body, j'ai pas besoin. Si j'avais pas eu le nom et que j'avais voulu avoir accès à la sélection de tout le Key Vault, j'aurais dû avoir le list. De toute façon, on va voir, hein, si ça marche pas, je te dirai le contraire. Et je suis obligé de lui passer un bearer. Pourquoi je suis obligé de lui passer un bearer? Parce que si vous regardez bien dans mon dataset, ici, eh ben, j'ai pas d'authentification MSI. Et même si je vais sur le link service, dans les authentification types, j'ai pas MSI. Et là, je suis bien... voilà, donc du coup, j'ai dû forger mon token dans une activité web avant. Et ça, c'est triste. Il me tarde d'avoir la possibilité de mettre MSI ici. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est pas possible. Donc du coup, je lui ai passé à une bearer autorisation avec le bearer qui est envoyé par cette première tâche ici. Tout ce code-là, vous y aurez accès à travers Git. Je passe un peu vite. C'est un peu compliqué. Mais vous avez le guide public que je vous donnerai en accès par la suite, enfin qui est public sur mon CH. Vous pouvez retrouver tout ce code-là pour vous inspirer si besoin. Donc, je lui passe aussi le nom de la base de données. Alors, pour passer des paramètres, essayez toujours de passer par cette option paramètres ici. Il est possible d'utiliser directement item.quelque chose depuis les datasets. Si vous le faites, vous allez en prison directement. En clair, vous pouvez appeler le contexte dans un dataset un peu comme un bug. Vous pouvez appeler le contexte du pipeline. Ne le faites pas parce qu'on ne comprend rien. Ça fait un peu de l'injection de dépendance version ADF. Et sauf qu'on n'est pas prêt dans ADF à faire de l'injection de dépendance. Donc du coup, ce qui est intéressant avec cette HTTP finalement connexion dataset, c'est que j'ai pu parser le JSON qui m'intéressait, récupérer le nom de la table et la location. Et ça s'est fait en parsant les informations, en spécifiant que c'était du JSON, que j'allais recevoir un array of object, et directement en faisant parse JSON path, il m'a pré-rempli les informations, et j'ai supprimé toutes celles qui ne m'intéressaient pas pour garder que ces deux-là. Et donc, c'est hyper simplifié, intégré, et j'ai pas eu besoin de coder plus que ça, à part retourner un tableau qui m'envoyait un OK Object Result qui est un JSON bien formaté. Ça va? Vous suivez?
Les moments de solitude, je dois avoir plein comme ça. Merci. Merci François. Du coup, une fois qu'on a dit ça, cette activité de lookup, ce qu'elle va faire, c'est que sur sa sortie dans ADF, elle va m'afficher la liste du coup des names qu'on avait en bas ici. Hop, voilà, je ne sais pas trop ce qu'il a fait. Il m'a cassé un peu le formatage. Oui, c'est parce que je suis en temps précis. Il va m'envoyer le storage info, donc il va m'envoyer cette information-là et le nom, le name qu'on retrouve ici. Et donc le nom de la table. Ça va me permettre de garder quelque chose de dynamique de bout en bout. Donc, on n'oublie pas de changer les timeouts sur toutes nos tâches. Si vous faites un get mirror et que vous essayez le timeout de 7 jours par défaut, c'est pareil, c'est prison directe. Ces timeouts de 7 jours par défaut, j'aimerais bien que Microsoft les change. Si Microsoft, tu m'entends, 7 jours par défaut pour un timeout, c'est beaucoup. Et sachant qu'on est sur des services où on paye à l'exécution, si on a un truc qui reste bloqué pendant 7 jours, ça veut dire 7 jours de facturation, on n'a peut-être pas envie de le faire. Donc, il faut les changer tâche par tâche, c'est chiant, mais il faut y penser, il faut se poser la question de la même façon qu'on le faisait avant, quand c'était pas 7 jours par défaut. Et donc, on va pouvoir accéder à ces informations-là. La sortie va me donner donc un tableau de JSON avec 2 informations, si vous vous souvenez bien, le name et le storage description. Donc, ce name et ce storage description, je vais le passer à un for each. Ce for each, ça va être une boucle. Avantage du for each d'ADF par rapport au for each d'antan, c'est que donc il prend bien l'activité précédente pour output.value, c'est-à-dire le tableau résultant. Je vous montrerai ça à l'exécution. Ce tableau-là, il va aller dans ce for each, et ce for each, il a un avantage majeur, c'est qu'il est par défaut parallèle. Ça veut dire que chaque table va se charger en parallèle, et ça, c'est une bonne chose. Tac, tac, tac. Et bien du coup, on va voir si ça fonctionne ou pas, François. Ça va être une bonne façon de le tester. Et si ce n'est pas le cas, je compte sur toi pour faire une pull request sur la doc de Microsoft. Et du coup, ce for each, il va être fait en parallèle. Et cette parallélisation, elle est native. Par défaut, ça va être un batch count de 20. Et si jamais il peut aller, si jamais vous pouvez le configurer jusqu'à 50. Attention, si vous le configurez jusqu'à 50, il faut que votre destination, en l'occurrence, là, ma destination, c'est une base SQL. Si je lui fais l'attaque des clones de 50 copies en même temps sur ma petite base SQL, ça va être curieux. Donc, on peut aussi choisir de la mettre en séquentiel si on veut, mais là, dans mon cas, vu que je vais lire toutes les tables de mon glue catalogue pour une base de données donnée et que je vais vouloir aller dans ma destination, le parallélisme me va très bien. À l'intérieur, j'ai une petite activité de copie toute simple qui prend en source un fichier S3 parquet. Ce fichier S3 parquet, il a une access key, une access ID qui est remplie dynamiquement. Pourquoi ? Pas pour pouvoir prendre en paramètre les informations du key vault de bout en bout. Et donc, je vais même pousser ces informations du key vault jusque dans mon service lié. Alors là, mon service lié, il est un peu moche parce qu'il se trouve que graphiquement, c'est pas supporté, ce que j'ai fait. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas supporté par le produit, c'est-à-dire que graphiquement, c'est pas supporté. Donc, si je vais dans mes connexions, qui sont plus dans connexion maintenant, il va falloir un peu de temps pour m'y faire. Que je vais ici, donc on voit que j'ai bien passé 2 paramètres qu'on retrouve ici, l'access key et l'access key ID, et j'ai variabilisé ici. Donc ça fonctionne très bien, il n'y a juste pas l'IHM qui est prévu pour ça. Donc bon, voilà, c'est un peu dommage. Mais quand on va un peu trop loin dans la configuration custom, il n'aime pas trop l'interface graphique. Alors, tac. Donc du coup, là, j'ai dit que c'était du S3, que ça venait d'un lake. Donc je vais utiliser le connecteur par défaut de Microsoft, qui marche très bien, pour aller chercher ces informations du lake et les mettre dans ma destination. Une fois que j'ai dit ça, ma destination, c'est quoi? Ma destination, c'est une table name et un schéma. Le table name, c'est item.name. Item.name, c'est récupéré du glue catalogue. Donc je dis que je vais récupérer directement le nom de la table qui m'a été récupéré du glue catalogue d'AWS. Et un pré-copy script qui dit si la table existe déjà, dans ce cas-là, tu la truncate. Et si elle n'existe pas, tu l'auto-create. Voilà. Super. Une fois qu'on a dit ça, du coup, j'ai plus qu'à lancer. Donc, j'ai fait un SQL générique, pareil, qui prend des paramètres. Et on va tester un peu si ça fonctionne. N'hésitez pas à aller revoir tout ça dans le détail. Tac. Donc, quand je fais un debug, ce qu'il me dit, c'est qu'il veut un key vault URL. Donc, ça tombe bien, c'est ça. Et le nom de la database.
On fait OK, on va pouvoir regarder les différentes sorties. Donc là, on voit que qu'est-ce que j'ai en sortie du Key-Vault? Ah, j'ai bien sécurisé mes outputs. Ça veut dire que je n'y ai pas accès. Même si le secret est bien présent, je n'y ai pas accès dans mes logs. Ça me va bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai récupéré un bearer. Pareil, secure output. Pas très intéressant à voir. J'ai un lookup. Ah, le lookup me donne bien mes informations. Vous voyez, c'est tout mon jeu de données qui m'a été récupéré en JSON avec ma location justement qui m'intéresse. Super. Et là, j'ai mes copies qui sont en train de faire. Bon, forcément, j'ai pas mal mis de secure, donc on ne voit pas grand-chose. Mais je vais pouvoir suivre qu'il est bien en train de copier. Et là, il va prendre de Amazon S3 et le mettre dans mon SQL Database. Alors, il faut savoir que de S3 vers SQL Database, ce n'est pas nécessairement une bonne idée parce que là, on a potentiellement beaucoup de fichiers. Et donc, ça va certainement provoquer une contorsion sur le SQL Database. Mais on peut mettre un SQL Data Warehouse en destination. On peut mettre un Azure Storage en destination. On peut vraiment tout variabiliser et faire quelque chose qui marche pas mal. Et les performances sont potentiellement gigantesques. Là, sur des fichiers, sur 50 gigas 40 gigas de fichiers, on a obtenu des perfs sur un SQL Data Warehouse en destination. Sur un Data Warehouse 1000, on est autour de 40 gigas, 35 minutes, non, sur un 1000, 25 minutes. Donc, c'est acceptable, c'est pas extraordinaire. Vers du blob, c'est extrêmement rapide. Et ça marche plutôt pas mal. Et tout ça supporté nativement sans avoir besoin de faire grand-chose finalement, à part l'Azure Function pour le Glue Catalog, parce que j'ai voulu faire du Glue Catalog pour aller un peu plus loin dans le dynamisme. Ça vous va? Ça marche bien? Vous êtes content? Moi, je suis content, ça a l'air d'écrire. Alors, on peut vérifier que ça soit bien en train d'écrire. Hein. Ah, François n'est pas content parce que j'ai pas eu besoin du list. C'est pour ça que tu n'es pas content, François. Tu noteras que le truc, il m'a ramené mon secret. Hein. Moi, je suis désolé. Alors, bon. Alors, du coup, hop, pardon, là, c'est la base SSAS. Hop, et donc, si je vais voir, il m'a bien créé mes tables. Voilà, mes deux tables ont été créées dynamiquement et j'ai des données qui vont commencer à arriver petit à petit dans ma base. Donc, je vais le cancel parce que ça prend 3 plombes. Hop, parce que mine de rien, j'ai des gros fichiers en source et des données de CO2 et de satellites, donc c'est un peu lourd. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'était du parquet en source et du SQL en destination. Alors sachez que si vous allez vers du data warehouse, la blague n'est pas du tout la même, surtout si vous utilisez Polybase. Si vous faites du Polybase avec des fichiers parquet en source, de toute façon, vous allez rentrer dans une sorte de cauchemar incessant. Et c'est normal, mais les performances sont meilleures avec Polybase quand on va sur du data warehouse, hein, ou du Synapse, comme ça s'appelle plus tard. Là, pour la première démo, alors est-ce que j'ai oublié de vous dire des choses que j'avais dans ma petite to-do list? S3, le connecteur existe. Si le connecteur n'existe pas, eh ben, pleurez. Pleurez en effet, par exemple, vous avez peut-être pleuré quand vous avez voulu charger un fichier Excel. Aujourd'hui, pour charger un fichier Excel, c'est pareil, il faut faire une Azure Function parce qu'il n'y a pas de connecteur Excel pour l'instant, mais je crois que ça pourrait être dans les tuyaux un jour. Ensuite, on a vu comment charger de façon dynamique. Donc, on va pouvoir jouer avec des paramètres, récupérer des jeux de données, itérer dessus avec des for each. Alors, provisionner un cluster SSIS pour charger un fichier Excel, ça, c'est pas loin d'être la prison aussi. Hein, parce qu'en termes de coût, moi, je suis au million d'exécutions gratos s'il n'y a pas plus besoin de 10 minutes pour charger le fichier. Alors que le cluster SSIS dans SSIS Integration Runtime, c'est un peu cher. Et en plus, l'installation de l'ELEDB pour SSIS avec le driver ACE n'est pas forcément la plus simple tout de suite. Mais bon, je te mets pas en prison tout de suite parce que c'est la faute de Microsoft qui n'a pas implémenté le connecteur. Et donc, pas hésiter à utiliser des custom web activities si besoin. Dans les choses qu'il ne faudrait pas faire pour faire ce qu'on veut faire, alors comme SSIS Integration Runtime, dans les choses qu'il ne faudrait pas faire, c'est par exemple utiliser Azure Batch. Voilà, Batch Service Custom pour lancer un PowerShell qui fasse quelque chose pour vous, ça paraît un peu, pareil, énorme. Donc, peut-être penser plus service manager, éviter les machines en IaaS, les choses comme ça. N'hésitez pas. Si c'est faisable avec une Azure Function, que vous êtes à l'aise avec le Python ou le .NET, ou même peu à l'aise, c'est assez simple à prendre en main. Hein, vous l'avez vu, j'ai eu à faire 10 lignes de code. Franchement, ça va. Donc, hop, ça c'était pour ma première démo. Je vais avancer un peu parce que j'ai beaucoup parlé. Ensuite, un besoin qu'on a souvent, c'est de mettre à jour des modèles Analysis Services. Et l'avantage de le faire avec ADF, c'est qu'on a de quoi le faire complètement nativement. Alors là, 100% nativement, sans même utiliser une Azure Function. Et ça marche pour le process d'Analysis Services que je vais vous montrer, mais ça marche aussi pour la partie
start-stop d'un SQL Data Warehouse, pour la partie scale-up, scale-down d'un SQL DB, pour la partie tout ce qui peut se démarrer et s'éteindre ou se grossir ou se diminuer dans Azure. Alors, hop, prenons. Il y a petite chose quand même que je vois les activités web. J'utilise beaucoup d'activités web. Sur ces activités web, vous voyez que j'implémente toujours un timeout et un retry intervalle. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs transientes dans le cloud. Ça, c'est le nouveau by design de Microsoft. Ça, c'est une erreur transiente, tu vois. Donc, souvent, les services ne répondent pas. Et donc, quand ils ne répondent pas, c'est bien de pouvoir juste avoir coché un petit retry parce que la plupart du temps, s'ils ne répondent pas à un instant T plus 1, en l'occurrence T plus 60 secondes, ça va répondre et ça m'évitera de me poser des questions. Donc, si je regarde mon petit package, tu vois, François parle tellement de SSIS que j'en dis package plutôt que pipeline. Du coup, mon petit pipeline, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il prend quelques paramètres, alors forcément un peu plus que le précédent. Il prend ma subscription ID parce que j'en ai besoin, mon resource group, ma région, mon server name, mon API version, le script SML que je vais vouloir exécuter parce que là, je veux actualiser l'intégralité de la base, mais demain, je vais peut-être vouloir actualiser qu'une seule table ou qu'une partition, et le nom de la database Analysis Services. Alors, pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne, là, vous voyez, j'ai fait un pipeline très gros. Ce pipeline est très gros parce qu'il fait beaucoup plus de choses que juste lancer le process. Lancer le process, c'est présent uniquement ici. Donc, vous auriez pu juste mettre une tâche web avec écrit Start SSAS. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend l'URL de l'API qui permet de faire l'opération, donc on retrouve dans ma variable. Et donc, c'est une API native de Microsoft, c'est pas moi qui l'ai créée, c'est une API REST exposée pour faire ça par Microsoft. Elle prend le script SML pour le process et elle s'authentifie en MSI auprès de étoile.azure.windows.net. À partir de là, je peux directement mettre à jour mon modèle SSAS. Il y a plusieurs problèmes si j'utilisais que ce Start SSAS. Le premier problème, c'est que je n'attendrai pas le retour. Et aujourd'hui, ne pas vérifier le retour dans un pipeline SSIS. Tu m'as cassé, François. Ne pas attendre le retour sur un appel asynchrone, en effet, ça va être problématique. Ça veut dire que si vous faites juste l'appel au process et que vous dites c'est bon, c'est fini, c'est vert, et qu'il y a un fail, c'est pas une bonne solution. Je l'ai beaucoup vu fait. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Si vous faites un appel asynchrone derrière, vous vous assurez de faire une boucle pour réappeler ce même appel avec un temps d'attente, en l'occurrence là de 60 secondes, vérifier le statut et continuer à attendre la fin jusqu'à ce que le process fail ou que le process soit réalisé et que vous puissiez terminer en erreur ou pas. Ok, petite astuce pas très jolie. Si jamais le process fail, j'ai rien pour dropper une erreur. Alors moi, ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je fais un appel à HTTP error et du coup, ça fail directement et je mets l'erreur dans le output du body. Et donc, il est accessible dans les logs par la suite. Pourquoi ne pas le faire en Logicap? Et bien, justement, pourquoi le faire en Logicap? Et ça, c'est le premier article qu'on trouve sur Internet pour actualiser le modèle SSAS. C'est faites-le en Logicap. Pourquoi j'irais rajouter un service supplémentaire alors que c'est 100% nativement supporté par par ADF? Personnellement, j'aime bien garder dans ADF tout ce que je peux faire dans ADF. Les Azure Functions, je les utilise volontiers. Pendant un moment, on avait fait ça en Azure Functions. Ça marche très bien. Mais c'est un service supplémentaire à maintenir, à monitorer, à faire rentrer dans mon infrastructure, là où je n'en ai pas besoin. Avec juste ces quelques tâches, ça suffit. Sachant que dans Logicap, je n'ai pas exactement ce que je veux. Là, dans mon cas, vous voyez, j'ai fait des choses plus complexes. Justement, ce pipeline, je vais pouvoir en faire un template et le partager pour la réutilisation. Aujourd'hui, nous, on a fait un template qui est partagé sur un repository central et qui permet à tout le monde de le réutiliser pour ses projets. Donc, du coup, ce que je fais en plus de faire le process, c'est vérifier si le serveur est en scale-up, scale-down ou pas. Est-ce qu'il est allumé? S'il est éteint, je l'allume. Ensuite, je vérifie si j'ai possibilité de séparer les query pools ou pas, c'est-à-dire séparer le RW du R. Pour ceux qui font du Analysis Services, ça leur parlera. Et je fais la mise à jour. Et ensuite, je remets le pool dans le cluster et je fais la synchronisation entre mes différents nœuds. Et ensuite, s'il était déjà en pause, je le remets en pause. Et Azure Automation, même réponse. En effet, là, vous êtes 100% porté par uniquement les appels REST à ce que Microsoft sait faire, le tout authentifié en MSI sans vous poser de questions. Tac.
vu qu'à chaque fois, on va être capable d'appeler directement l'authentification de mon ADF. Et surtout, du coup, on n'oubliera pas de rajouter sur ADF, pour que ça fonctionne, sur SSAS, le MSI, hop, dans sécurité, ici. Salut Mathieu. De retrouver le MSI ici. Alors, la syntaxe, c'est un peu moins simple que tout à l'heure dans les policies, vu qu'il faut mettre app l'application ID de l'ADF et le tenant ID. Alors, il faut le savoir, hein, parce que, voilà. Sachant qu'on ne peut pas le faire depuis le portail web, on est obligé de le faire depuis l'interface ici, et qu'on va devoir le mettre ici en entrée manuelle, avec app, etc., comme je viens de vous le dire. Comment on récupère l'app ID? Comment je récupère l'app ID si j'en ai besoin de mon MSI? Je vais cliquer sur mon ADF dans propriétés. Ici, je retrouve bien mon application ID et même le tenant ID ici. Donc app.ça, @ça. Et tout ça, ça va être natif, ça va être capable de, je vais pouvoir dire ADF est le service qui a besoin d'avoir les droits. Pas ADF a besoin de lancer un Logicap, qui a besoin de lancer une automation, qui a besoin de lancer, non, je déconne, hein, si je fais exprès, qui a besoin d'ensuite avoir les droits sur mon analysis services. Donc ça me permet vraiment de me dire, je veux un point d'entrée central qui ne soit pas tributaire de ces autres services qui ne sont pas strictement nécessaires. Après, si vous le faites avec Logicap et que ça vous rend heureux et que ça fonctionne, tant mieux pour vous. Si vous êtes dans une entreprise où il y a des besoins de rationalisation en termes de services et où vous ne voulez pas avoir plus de services que strictement nécessaire, vous pouvez le faire directement, manager de cette façon-là. Hop, alors voilà un peu pour cette partie-là. Encore une fois, tout ce pipeline, vous y avez accès dans le Git Meetup public sur mon nom. Vous le récupérez dans les slides. Vous pouvez faire la même chose donc pour start and stop, scale up, scale down, etc. Voilà pour cette petite partie-là. Là, on reste du coup dans la partie orchestration. Donc tout ce qu'on a fait, c'est principalement de l'orchestration et de la copie. Si on voulait faire de la transformation, on pourrait utiliser Mapping Dataflow. Alors je ne vais pas avoir beaucoup de temps pour parler de Mapping Dataflow, mais c'était prévu à dire vrai. Toujours un peu frustré de ne pas pouvoir en parler des tonnes. On va en parler un petit peu, mais pas beaucoup. Donc, on a un meet-up d'organiser avec les gentils développeurs Data Platform dans quelques semaines. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. On ira beaucoup plus loin dans le détail sur des scénarios un peu plus génériques de Mapping Dataflow et des considérations un peu plus avancées. Mais là, je vais quand même vous en parler un petit peu à travers une démonstration. Hop. Donc, un Dataflow, ça se passe ici à gauche et ça va me permettre de réaliser des transformations. Pourquoi réaliser des transformations dans Mapping Dataflow plutôt que faire une copie dans SQLDB et ensuite faire les transformations avec des procédures stockées? La première réponse, elle ne va pas plaire parce que c'est une conversation que j'ai, je pense, depuis 10 ans, souvent plus avec des bières que à jeun d'ailleurs, parce que ça nécessite, vu que c'est une question qui revient presque aussi souvent que est-ce qu'il faut mettre des foreign keys dans les data warehouses, c'est ETL versus ELT. C'est est-ce que je veux pousser mon compute, est-ce que mon compute doit être côté moteur de base de données ou est-ce qu'il doit être au moment où je récupère mes données lors d'une transformation sur extract transform load avant de charger mes données. J'ai pas de réponse magique à ça, ça dépend des cas d'usage, ça dépend aussi de l'appétence de chacun. Certaines personnes sont extrêmement à l'aise avec le SQL, font du SQL depuis 20 ans et revenir se dire que on va faire des flèches et des boîtes avec des configurations graphiques, ça peut heurter. Personnellement, j'aime bien les deux approches. J'aime bien les flèches aussi parce qu'il y a un côté description par défaut, description managée dans l'ETL que j'aime beaucoup. Même si quand les pipelines deviennent complexes, ça peut être compliqué. Même SQL dans Dataflow, c'est-à-dire SQL dans Dataflow. Je te laisse détailler un petit peu, Olivier, parce que je n'ai pas tout compris. Donc là, j'ai une source qui est mon dataset dans un blob storage, dans un ADLS Gen 2. Et un des vrais avantages de Mapping Dataflow, c'est que si jamais j'ai un data lake, aujourd'hui, la mode des data lakes est vraiment installée. J'en ai de plus en plus, moi, dans mes missions, et j'aime beaucoup les data lakes. Donc, j'ai tout stocké au format parquet. Ça m'embête un peu de faire une copie telle quelle dans une zone de staging côté Data Warehouse ou côté SQLDB. Ou côté n'importe quel moteur que vous voulez. J'aime bien prendre le temps, me dire que vu que c'est déjà du parquet, je vais faire les transformations via un service
pop-up, un service qui va se lancer vraiment au besoin, où je vais payer que pour la consommation, faire mes transformations et ensuite alimenter mes dimensions, alimenter mes tables de faits dans mon data warehouse sans qu'il soit le responsable de la transformation. Donc vraiment dans une architecture data lake, personnellement, je trouve ça très cohérent. Ensuite, on a quand même quelque chose qui allait largement plus loin que SSIS. À l'époque, on faisait des data flow tasks. Les data flow tasks dans SSIS, si vous faisiez un order ou une jointure dedans, c'était prison. Maintenant, quand vous le faites dans Mapping Data Flow, ce qui se lance derrière, c'est un cluster Databricks avec un niveau de compute et une performance pour faire des transformations qui n'est pas du tout la même que sur SSIS. On va avoir la possibilité d'avoir quelque chose qui scale, quelque chose qui traite des téraoctets de données, ce qui aurait été inimaginable. Qu'est-ce qu'il dit, Paul Peton? Oui, c'est possible de faire, en effet, Olivier, de faire travailler, justement, c'est ce que je disais en ETL versus ELT, faire travailler SQL Task, faire travailler des activités SQL et des procédures stockées côté SQL. Ça se fait, ça marche très bien. Mais par contre, si on a un parquet en source et qu'on veut aller vers quelque chose, c'est-à-dire qu'on va stocker le parquet tel quel dans ma destination et ensuite seulement faire les transformations. Si on fait un mapping data flow, on s'évite cette étape-là. C'est pour ça, c'était ça ce que je voulais mettre en avant. Et surtout, oui, on a accès à toutes les fonctions de Spark. C'est-à-dire que, fut-il un temps, quand on était dans SSIS, on avait les 4 expressions ennemies de SSIS. Alors, c'était pas pléthore, hein, les colonnes dérivées des SSIS, c'était quand même pas génial. Là, on a plus de 150 fonctions avec la possibilité de faire des expressions régulières, avec la possibilité d'accéder aux colonnes par leur index, par un pattern de matching. On va vraiment pouvoir faire quelque chose de dynamique, d'avancer, d'évoluer. On va pouvoir encrypter avec du MD5 pour pouvoir faire des comparaisons par la suite sans avoir besoin d'implémenter quelque chose de compliqué à base de script task comme on a pu le faire dans le passé dans SSIS. Donc, on est vraiment sur un moteur qui est beaucoup plus puissant. On a toujours la possibilité de sélectionner uniquement les colonnes dont on a besoin, la possibilité d'agréger les données, et là avec un moteur d'agrégation qui fonctionne. Et vous voyez que ce que j'ai fait ici, c'était l'objectif de créer une dimension à partir d'un fichier de faits. Satellite CO2, ça a 10 milliards de lignes. 10 milliards de lignes, je vais faire le distinct sur ces 10 milliards de lignes pour essayer de décrire dans ma destination uniquement les axes d'analyse que je vais vouloir de façon distincte. Oui, derrière, c'est du Spark hosté sur Databricks. Même si on ne le voit pas, tout ça c'est géré dans notre... tiens, je vais t'ouvrir un petit truc supplémentaire. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir faire des choses assez dynamiques. Quand je vais dans Aggregate, ici, vous voyez, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, je vais prendre les colonnes qui ne sont pas dans la collection latitude-longitude. Pourquoi? Parce que finalement, j'ai groupé par ces deux colonnes, donc je ne peux rien faire dessus. Et je vais garder uniquement la première valeur disponible. Quand j'ai fait ce regroupement, en fait, c'est comme un max, mais j'ai pris plutôt first, qui va me garder que la première valeur, de toutes les colonnes qui ne sont pas dans ces deux premières colonnes. Ça, si vous vouliez faire ça en SSIS, je vous invite à le faire, parce que ça implique un certain nombre de dynamismes que SSIS ne supportait pas du tout. Et là, je suis en train de lui dire, pour toutes les colonnes qui matchent ou qui ne matchent pas, en l'occurrence, vu que j'ai écrit un nom devant, je vais prendre le first de quelque chose. Ça marche pour ça marche pour toutes les logiques que vous allez vouloir faire de façon un peu dynamique. Et ensuite, je vais avoir une destination. Ce qui m'intéresse beaucoup aussi avec cette partie-là, c'est qu'en plus de stocker les informations de metadata que je retrouve dans Inspect ici, qui sont le type, qui sont le nom de la colonne, qui sont des informations sur leur statut et d'où elles viennent, je vais pouvoir aussi avoir des petites informations supplémentaires. Vous voyez ici, j'ai un new avec un petit plus. Si je vais dans ma destination, que je regarde le Inspect, j'ai aussi le updated, j'ai aussi le unchange, j'ai aussi le insert normalement, là je ne l'ai pas. Donc ça veut dire qu'il y a une autre information qui est poussée, c'est est-ce que ma ligne est une nouvelle ligne, une ligne à insérer, est-ce que ma ligne est une ligne à updater, est-ce que ma ligne est une ligne d'upsert, est-ce que ma ligne est une ligne de suppression. Et ça, je vais pouvoir le gérer avec une tâche d'alter, et donc ça, c'est un peu la folie. Donc je vais pouvoir dire alter, upsert if, je pourrais dire si ma ligne a changé suite à telle condition, dans ce cas-là, alors moi j'écris juste true. Dans ce cas-là, tu vas la marquer en upsert. Et une fois que j'ai dit ça, quand je vais vouloir insérer dans ma destination, je vais pouvoir lui dire c'est un upsert, j'attends un upsert basé sur la colonne latitude et longitude. Et là, il va directement faire l'upsert au moment de l'écriture dans SQLDB. C'est SQLDB qui va gérer cette capacité d'upsert et il va essayer, si la ligne existe, il va me la mettre à jour et si elle n'existe pas, il va me la créer. Et ça, c'est une tuerie.
la possibilité d'avoir cette métadata supplémentaire de qu'est-ce que je veux faire avec ma ligne. Est-ce que c'est une ligne? Si j'avais mis un alter avec un delete, toutes les lignes qui seraient arrivées ici et qui auraient été flaguées delete auraient été supprimées dans la destination. Alors, c'est pas sans inconvénient. Ouais, j'ai vu, merci Isabelle, je me dépêche. C'est pas sans inconvénient. Utiliser un cluster park. Vous voyez, là, j'ai dû démarrer un dataflow debug. Mais il est toujours pas démarré. Ça prend entre 5 et 15 minutes en fonction de la forme d'Azure. Là, il sera pas démarré, donc je peux pas vous faire un data preview parce qu'il est en train de tourner. Ça, c'est un premier inconvénient. Deuxième inconvénient, vous lancez un Jobs Spark quand vous voulez faire n'importe quoi. Quand vous voulez faire un Jobs Spark, il faut le provisionner, il faut le lancer, il faut le générer, il faut qu'il se compute, il faut reprendre le retour. Et donc, le data preview, il prend 20, 30, 40 secondes, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes en fonction de votre volumétrie. Vous avez la possibilité de jouer avec un certain nombre de limitations de RAW pour que ça soit pas trop long. Mais en fonction du nombre de transformations, ça va vous prendre du temps. Donc ça, c'est clairement les inconvénients, c'est qu'on est presque dans une approche notebook où on va avoir tendance à exécuter un data frame. Si la transformation est compliquée dans le data frame, ça va prendre un peu de temps. Et tant que j'ai pas exécuté cette étape-là, je pourrais pas aller à la suivante. Et d'ailleurs, c'est vraiment assez similaire parce que si j'ai exécuté cette première data preview, quand je vais aller ici, le data preview de la seconde tâche va se baser sur la précédente qui aura été générée. Donc du coup, ça va me permettre de pas avoir besoin de régénérer tout le flux. Ça va se baser sur le cache de filterière pour exécuter le data preview du select dim column. Donc on gagne un peu de temps vis-à-vis de ça quand même. Mais ça reste beaucoup plus long dans l'approche. Je sais que j'ai beaucoup de personnes qui ont mis les mains dedans ont été frustrées par ça. Le fait qu'il faille attendre longtemps, ça peut être gênant. Et de la même façon, si vous avez un job qui s'exécute en 1 minute en SSIS, potentiellement, il mettra 5, 6 minutes, 10 minutes en mapping data flow parce que il faudra le temps que les jobs provisionnent. La différence, c'est que si, comme moi, vous avez 10 milliards de lignes en entrée et que vous voulez le mettre dans SSIS ou dans SQLDB, ça n'arrivera jamais. Donc, c'est difficile de jauger. Pour les choses très, très rapides côté SQL, parce que peu de volumétrie, clairement, ça sera plus long en mapping data flow parce qu'il faudra le temps de provisionner l'engine qui va bien, de générer les jobs et tout ça, ce qui est beaucoup plus long que de directement tout exécuter en SQL dans les cas de petite volumétrie. Je termine rapidement pour ma conclusion, vraiment rapidement. Donc, comme je vous ai dit, il y aura un meet-up sur le sujet. Il y a aussi Wrangling Dataflow qui existe aujourd'hui. Moi, j'ai du mal à vous le présenter parce que je ne suis pas fan de la technologie et ce n'est pas encore tout à fait fini. C'est toujours en public preview. On en reparlera peut-être après la mise en prod, que je vois un peu ce que ça donne. Et vous avez la possibilité de faire ça aussi dans Synapse Analytics avec la partie Orchestrate que je n'aurai pas le temps de vous montrer. Alors, ça ressemble beaucoup. Où vont les produits? Est-ce qu'ils vont merger un jour? Est-ce qu'ADF va devenir forcément Orchestrate? Je ne sais pas. Est-ce que les deux resteront distincts? Je ne sais pas. On verra bien. Conclusion, utilisez toujours un Git quand vous faites du développement dans ADF. Utilisez des authentifications MSI autant que vous pouvez. C'est sécurisé natif par défaut. Ça marche très bien. Ça vous permet d'arrêter de donner des droits à des users SQL. Ça vous permet de vous connecter directement à votre destination SQL en MSI. Et pensez au fait que ADF, il peut avoir des computes un peu partout. Vous pouvez avoir du compute en SQL, vous pouvez avoir du compute en Databricks avec soit intégré dans ADF, soit sorti d'ADF avec un cluster à part. Vous pouvez vraiment choisir les computes là où vous voulez les mettre. Et pensez-y dans vos architectures parce que ça peut impacter le prix de façon assez importante. Merci beaucoup. Désolé pour le rush de fin. J'ai été un peu... C'est super. Écoute, je t'ai préparé un petit truc pour la fin en me disant que tu étais peut-être nostalgique des anciens Power Saturday. Dis-moi. Tu n'entends pas? Si, si. Eh bien voilà, ça te rappelle rien? Ah non, t'as mis une musique? Bon, c'est un film. Ah, mais déjà tout à l'heure, ta vidéo, elle avait pas de son, donc ça se trouve... Ouais, ok. Bon, c'est pas grave alors. Tu veux chantonner quelque chose? Absolument pas. Par contre, je suis sûre que vous avez tous adoré la session de Charles-Henri. Donc, c'est pas compliqué. Vous restez dans le canal Data, vous allez dans les onglets du haut, vous avez Évaluation et vous allez dire tout le bien que vous pensez de cette session. C'est important. Ça garde les speakers motivés avec l'œil vif et le poil brillant. Donc, on y tient, s'il vous plaît. Et en plus, du coup, ça vous permet de participer au tirage au sort. Après, n'hésitez pas à vous rendre dans le café pendant la pause. Il y a une interview de Joël et Tristan qui risque d'être assez amusante et qui est aussi nécessaire pour répondre aux questions du tirage au sort. Donc, voilà. Merci à tous. Et écoute, je te mets en lien ce que je voulais faire. Voilà, c'est là.
N'hésitez pas, c'est cadeau. Et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Voilà, tu peux le jouer hein, si tu veux, ça passera peut-être chez toi. Ah, je l'ai joué là. En fait, c'est assez désagréable finalement. Voilà, c'était le souvenir. Merci Isa. Salut. Pas de souci.